Salam alaikum. Je me présente, je suis Loudreri Mounis, professeur des sciences de la vie et de la terre. Bienvenue à cette révision consacrée à la correction d'un examen national qui a été proposé en 2012 pour l'option SVT, session normale et session de rattrapage, troisième partie. La partie qui concerne le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Généralement, l'exercice 3, le domaine des connaissances sont la transmission de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée, la génétique des populations. Pour les habilités évaluées, généralement, il se base sur l'analyse et les interprétations des résultats expérimentaux, de même sur l'exploitation des principes et des lois pour expliquer des données scientifiques. Il se base sur la comparaison des données scientifiques et aussi il se base sur le reliement des informations avec les acquis pour résoudre le problème scientifique posé. L'exercice est amorcé par les phrases suivantes. Dans le cadre de l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes et de l'effet de certains facteurs de variation sur la structure génétique d'une population. Donc, vous voyez que le sujet s'intéresse d'une part à la transmission des caractères héréditaires génétiques mendéliennes et d'autre part, il s'intéresse sur la variation, les facteurs de variation sur la structure génétique, c'est-à-dire la génétique des populations. Donc, d'une population, on propose les données suivantes qui concernent l'escargot CPA nemoralis. Donnée numéro 1, la coquille de l'escargot CPA nemoralis montre une forte variation entre les individus en ce qui concerne la couleur et l'absence ou la présence de bandes. On s'intéresse à l'étude de la transmission de deux couples d'allèles, c'est-à-dire de deux gènes. Un couple d'allèles qui gouverne la couleur de la coquille, l'un responsable de la couleur rose et l'autre responsable de la couleur jaune. Un autre couple d'allèles qui gouverne la présence ou l'absence de bandes sur la coquille, l'un responsable sur la présence des bandes et l'autre responsable sur l'absence des bandes. Premier croisement entre deux lignées pures d'escargots P1 et P2. La lignée P1 a coquille rose avec bande et la lignée P2 a coquille jaune et sans bande. Ce croisement a donné des individus qui représentent la génération F1 ayant tous des coquilles roses sans bande. Le deuxième croisement entre des individus de la génération F1, c'est-à-dire les individus hybrides, et des individus de phénotype jaune avec bande, autrement dit des individus double récessifs. Les résultats issus de ce croisement sont 234 individus à coquille rose avec bande, 246 individus à coquille jaune sans bande, 54 individus à coquille rose sans bande et finalement 66 individus à coquille jaune avec bande. En vous basant sur les résultats des données des deux croisements, déterminez en justifiant votre réponse les allèles dominants et les allèles récessifs. Donc, vous voyez, pour répondre à cette question, on doit faire une analyse des résultats expérimentaux et bien sûr, généralement, on doit relier ces informations avec les lois statistiques, généralement les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. Pour cela, si on relie les informations ou bien les résultats expérimentaux, on voit que les deux lignées, ils sont deux lignées pures. La transmission des caractères, on s'intéresse à la transmission de deux caractères, c'est-à-dire il s'agit d'un dihybridisme, mais ce n'est pas demandé dans notre réponse. D'après les résultats,
on voit que l'un des parents a deux caractères coquilles roses avec bande, l'autre parent il a des coquilles jaunes sans bande. Vous voyez des phénotypes opposés en ce qui concerne la couleur et en ce qui concerne la présence ou l'absence de bande. Les individus obtenus sont tous uniformes, c'est-à-dire ils se ressemblent, mais la chose que je veux attirer votre attention, c'est que les parents ou bien la génération F1 ressemblent aux deux parents. Autrement dit, la génération F1, il ressemble aux parents P1 en ce qui concerne la couleur, rose, mais pour le deuxième caractère, présence ou absence de bande, il ressemble à l'autre parent, P2. Donc, en général, on voit que les individus F1, ils ont hérité deux allèles opposés qui déterminent la couleur et deux allèles opposés qui déterminent présence ou absence de bande. Ce qu'on a obtenu, dominance de l'allèle qui détermine la couleur rose sur l'allèle qui détermine la couleur jaune et aussi dominance de l'allèle qui détermine sans bande sur l'allèle qui détermine avec bande. Donc les allèles dominants qu'on peut noter sont responsables de la couleur rose et l'absence des bandes. Les allèles récessifs, bien sûr, sont responsables des couleurs opposées, c'est-à-dire jaune et présence de bandes. Deuxième question, est-ce que les deux gènes sont liés ou indépendants? On ne peut pas trancher sur cette réponse en utilisant juste le premier croisement. Donc, pour répondre à cette question, il nous faut d'autres résultats expérimentaux. Pour la justification, bien sûr, qu'on a donnée pour la première question, parents de race pure et homogène, F1 homogène, composé d'individus à coquilles, roses, sans bande, ce qui montre que l'allèle déterminant le rose est dominant et l'allèle déterminant sans bande est aussi dominant. Est-ce que les deux gènes sont liés ou indépendants? Le deuxième croisement entre des individus de la génération F1 et des individus de phénotype jaune avec bande, vous voyez que le deuxième croisement, il s'agit d'un croisement test entre un individu F1 et un individu double récessif. Les résultats issus de ce croisement sont 234 individus à coquille rose avec bande. Donc si on analyse bien ce phénotype, on voit que ce phénotype ressemble à P1, donc c'est un phénotype parentaux. De même, 246 individus à coquille jaune sans bande, c'est le phénotype parentaux P2, et des individus qui associent entre les phénotypes P1 et P2, ça s'appelle le phénotype recombiné, donc rose sans bande recombiné 1, coquille avec bande recombiné 2. D'après l'analyse des résultats, donc pour répondre à cette question, bien sûr, on doit appliquer les lois statistiques de transmission des caractères chez les diploïdes, surtout la troisième loi de Mendel. Pourquoi? Parce que le croisement généralement test nous donne en général 4 phénotypes. Si les phénotypes obtenus sont de même proportion, on parle généralement de la vérification de la troisième loi de Mendel. Mais si les résultats obtenus sont différents à ces proportions, autrement dit, si les phénotypes parentaux sont beaucoup plus supérieurs que les phénotypes recombinés, on sait très bien dans ce cas que les deux gènes sont liés. Donc, d'après l'analyse des résultats, on voit, je dis pour le croisement test. Mais pour ce type de croisement, on n'a pas un croisement test, on a un croisement entre deux hybrides, entre F1 et F1. Généralement, d'après Gregor Mendel, si le croisement donne une génération formée de 4 phénotypes de proportion, par exemple,
grande pour le phénotype parentaux et petite pour les phénotypes recombinés, généralement, en général, pour les génotypes recombinés, on a généralement des gènes indépendants. Pour cet exercice, pour cet exercice, on a un croisement test entre F1 et entre F1, et entre un double récessif. Donc, d'après les résultats obtenus, le deuxième croisement, comme vous voyez, donne 4 phénotypes. 2 phénotypes parentaux de grande proportion. On peut calculer la proportion des individus en calculant de la manière suivante 246 sur le total des phénotypes multiplié par 100 donne à peu près 40%. Pour celui-là, il est de l'ordre de 40% à peu près. Et pour les phénotypes recombinés, généralement, il atteint à peu près 10%. Donc, on voit clairement que les phénotypes parentaux les proportions des phénotypes parentaux sont plus importantes que les phénotypes recombinés. Donc, on peut déduire que ces gènes sont liés. Autrement dit, ils sont portés par la même paire de chromosomes. Donc, la réponse qu'on peut donner finalement, le deuxième croisement est un croisement, la descendance issue de ce croisement est constituée de 4 phénotypes. Phénotypes parentaux qui représentent 80%, supérieurs aux phénotypes recombinés qui représentent juste 20%. Il s'agit de 2 gènes liés. Donc, on s'intéresse ici à la transmission de 2 couples d'allèles portés par 2 paires de chromosomes homologues, portés par une paire de chromosomes, une seule paire de chromosomes. D'accord. Pour l'interprétation chromosomique des 2 croisements, on procède toujours de la même manière. On utilise les symboles grand R et petit r pour désigner la couleur des coquilles, grand B et petit b pour désigner la présence ou l'absence des bandes sur la coquille. La réponse qu'on peut vous donner est la suivante. On détermine toujours le phénotype au début. Donc, on a petit r, grand B, le phénotype parental, P1. Le phénotype grand R, petit b, parental, P2. Donne un génotype puisqu'on a déterminé que les gènes sont liés, donc c'est-à-dire ils sont portés par la même paire de chromosomes. Donc, on peut les désigner de cette manière. Petit r, grand B, 2 barres, petit r, grand B. De même pour l'autre, grand R, petit b, grand R, petit b. Pourquoi on a mis grand R? Parce que ces parents sont de race pure pour les 2 caractères. Les génotypes des gamètes sont petit r, grand B 100%, grand R, petit b 100%. Et finalement, on peut obtenir 100% de phénotypes dominants et de génotypes grand R, petit b, grand B. Ces résultats expérimentaux sont conformes aux résultats théoriques. Les résultats théoriques qu'on a expliqués sont conformes aux résultats expérimentaux déjà discutés. Pour le deuxième croisement, même chose, on va procéder de la même manière. Tout d'abord, on va donner les phénotypes grand R, grand B qui représentent les individus F1, croix, petit r, petit b. Le génotype correspondant, puisque les individus F1 sont des hybrides, donc ils sont hétérozygotes pour le premier gène et le deuxième gène. Donc on note le génotype de cette manière. Pour les autres, ils sont double récessifs, donc ils contiennent double petit r, double petit b. Pour les gamètes, on sait très bien que pour les gènes liés, généralement au cours de la formation des gamètes chez les hybrides, il y a recombinaison entre les allèles ou ce qu'on appelle le crossing over. Donc, généralement, on trouve que les individus F1 donnent 4 types de gamètes B de proportion inégale. Les gamètes parentaux sont plus importants que les gamètes recombinés. Pour l'individu double récessif, il donne 100% gamètes récessifs. Donc, si on trace l'échiquier, on va
tracé deux entrées. Entrée pour montrer les types de gamètes avec leurs proportions. Entrée verticale pour montrer le type de gamètes femelles avec mâles avec leurs proportions. La première case illustre le premier génotype issu de la rencontre entre petit r, petit b avec grand R, grand B. Donc, comme génotype, on a grand R, petit b, petit b. Génotype, on peut dire, qui va donner un phénotype parentaux, mais de proportion 39. De même, la rencontre entre ces deux types de gamètes va donner un autre génotype de phénotypes parentaux, proportion élevée. Pour le troisième et le quatrième, on va obtenir, suite à la rencontre entre ces deux gamètes, un troisième phénotype recombiné de proportion faible. Même chose pour le dernier. Donc, vous voyez que théoriquement, on a obtenu 4 phénotypes de proportions différentes, 2 phénotypes parentaux de proportion à peu près 80, 39 plus 40, 80, qui sont très supérieurs au phénotype recombiné. L'addition entre 9 et 11 donne 20. Ce qui prouve que les deux gènes étudiés sont liés, autrement dit, sont portés par la même paire de chromosomes. Dernière donnée, l'habitat de l'escargot CPA nemoralis est très varié en forêt. L'environnement dans lequel on rencontre cet escargot est relativement uniforme et sombre, composé particulièrement de feuilles mortes. En revanche, dans les prairies, les herbes plus ou moins hautes forment un environnement hétérogène pour les escargots. Ce qu'on nous demande, la grive musicienne, un oiseau prédateur des escargots, a pour habitude de briser leurs coquilles sur des rochers. L'étude des fragments de coquilles permet de déterminer le phénotype le plus prédaté dans les forêts et les prairies. Le document 1 présente les résultats de l'examen des débris de coquilles dans une forêt et dans une prairie. La question demandée, comparer les résultats obtenus dans les deux habitats. Donc, vous voyez que cette question se base sur une comparaison. Donc, on va comparer entre le taux d'escargots prédatés dans une forêt, entre bien sûr les deux phénotypes, et de même dans une prairie pour les deux phénotypes. Donc, si on prend par exemple, si on fait une comparaison pour les forêts, on voit que le taux d'escargots représenté en clair avec bande est beaucoup supérieur au taux d'escargots prédatés sans bande. Autrement dit, dans la forêt, les escargots à coquilles pourvus de bandes sont plus prédatés par la grive musicien, par l'oiseau prédateur, que les escargots à coquilles dépourvus de bandes. Réciproquement, pour la prairie, on note le contraire. Autrement dit, dans les prairies, les escargots à coquilles dépourvus de bandes représentées en foncé, généralement sont plus exposés à la prédation par les oiseaux prédateurs que ceux sans bande. Donc, généralement, on voit que les résultats obtenus dans les forêts sont un peu différents des résultats obtenus dans la prairie. Déterminer le facteur de variation responsable de la différence observée entre les deux habitats, puis expliquer son mode d'action sur la population d'escargots dans chaque habitat. La réponse que je vous propose, le facteur de variation agissant sur la population des escargots est la sélection naturelle. Pour comprendre ceci, on va détailler l'explication. Pour la forêt, vous voyez très bien que généralement, on a deux phénotypes. Phénotype avec bande, phénotype, je dis avec bande, qui sont des escargots prédatés, exposés à la prédation plus, et
des escargots sans bande, qui sont des escargots bien camouflés, moins exposés à la prédation. Donc, les deux phénotypes existants dans la forêt, généralement, ils vont engendrer une sélection naturelle en faveur des escargots sans bande. Comment? Généralement, vous savez très bien que les oiseaux prédateurs, du fait qu'ils peuvent voir facilement les escargots avec bande, donc ces derniers sont plus exposés à la prédation et les autres sont moins exposés à la prédation. Du fait qu'ils sont moins exposés à la prédation, ils ont une forte probabilité de survie et par la suite de généralement parvenir à la maturité et de se reproduire, et par conséquent, ils vont donner plus d'individus dans la génération suivante. D'accord? Donc, vous voyez que le camouflage des escargots à coquille sans bande, comme vous voyez là, par contre, les escargots avec bande sont plus visibles. Du fait que ces escargots, ils ont la capacité de se camoufler bien des oiseaux prédateurs, ils vont donc parvenir à la maturité, ils vont bien se reproduire et donner une fréquence alalique en faveur de ce genre d'escargots, ce qui va modifier la structure génétique de la population. Donc, vous voyez que les escargots à coquille avec bande sont plus exposés à la prédation que ceux qui sont sans bande. Même réponse, ou bien on peut dire une réponse contraire pour la prairie. La prairie, donc vous voyez que les escargots sans bande sont plus exposés à la prédation, contrairement aux escargots avec bande. De ce fait, le camouflage des escargots à coquille avec bande est plus important que les autres. D'où ce type de phénotype, ou bien ce phénotype va avoir, on peut dire, une sélection naturelle. Pourquoi? Parce qu'ils seront plus adaptés aux conditions du milieu, donc ils sont plus camouflés aux oiseaux prédateurs, et de ce fait, ils vont par exemple survivre mieux, ils vont par exemple parvenir à la maturité mieux, ils vont se reproduire mieux, et par la suite, ils vont transférer leur allèle aux générations suivantes, d'où l'augmentation de leur fréquence à la descendance. Donc, on voit très bien que la sélection naturelle influe sur la structure génétique de la population, ce qui explique la différence entre la prairie et la forêt. D'accord? Donc, camouflage, comme j'ai dit, les escargots à coquille sans bande sont plus exposés. Donc, dans ce cas, les escargots sans bande, ils vont vivre mieux et s'adapter mieux aux conditions du milieu. J'espère bien que vous avez bien saisi cette explication. Merci bien de votre attention et bonne chance.